Le débat de ce Smart Impact, toujours autour de la génération Glasgow. J'accueille Rose Olivier, bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote de l'Observatoire du Boson Project. Anne Désérable, bonjour. Vous êtes la directrice générale de Quantis, cabinet de conseil en développement durable, et Boson Project, conseil en transformation des organisations. En quoi vous êtes complémentaires avec Goodness & Co, j'y arrive, pour mener, parce que moi je prépare l'émission, je me dis, ils font un peu les mêmes jobs les uns et les autres. En quoi vous êtes complémentaires? Allez, Anne Désérable pour commencer. Alors non, pas tout à fait. On ne fait pas tout à fait les mêmes jobs. Quantis, c'est vraiment un cabinet de conseil, vous l'avez dit, qui est spécialisé dans la stratégie environnementale. On a été fondé en 2008 et ça fait 15 ans qu'on accompagne les entreprises dans la prise en compte de leur impact environnemental. Donc on va évaluer pour elles quels sont les impacts environnementaux liés à leur activité. Et ensuite, évidemment, on va les aider à réduire cet impact. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est la réduction, c'est pas tant la mesure. Et le Boson Project? Alors nous, on est spécialisé dans la transformation des organisations par et pour le corps social. Donc concrètement, notre métier, c'est d'embarquer les corps sociaux dans les projets de transformation, dans les nouvelles stratégies d'entreprise, pour faire en sorte de passer à l'échelle ce qui est défini au niveau de la tête dirigeante. Ouais. Alors, je vous propose quelques chiffres sur l'urgence climatique pour démarrer cette partie de l'émission. Plus 68% d'émissions mondiales de CO2 fossiles entre 90 et 2019, plus 1,1 degré sur les températures mondiales. Là, on est entre la fin du 19e et les années 2010. Et puis alors ça, c'est assez frappant, 416 milliards de dollars investis dans l'exploration et la production d'énergie fossile en 2021. Bref, on continue d'investir beaucoup dans ce qu'il faudrait abandonner. Et 68% des populations d'animaux vertébrés sauvages perdues entre 70 et 2016. Anne Désérable, est-ce que les dirigeants que vous avez rencontrés étaient forcément conscients de ces chiffres? On parle souvent de claque climatique. Est-ce que vous avez encore besoin de donner une claque climatique aux dirigeants que vous conseillez? Alors, on ne peut pas dire effectivement que tous les dirigeants aujourd'hui ont le même niveau de connaissance et de compréhension de ces enjeux-là, mais charge à nous justement de les former et de s'assurer qu'ils le prennent bien en compte. Autant la partie climatique qui aujourd'hui est vraiment beaucoup mieux comprise que la partie par exemple biodiversité. Voilà, la crise dont on parlait moins il y a encore 4-5 ans et dont on parle beaucoup depuis 2 ans. Beaucoup plus aujourd'hui, mais ce qu'on réalise surtout, c'est le gap qu'il y a, vous en avez parlé juste avant, le gap qu'il y a entre tous les engagements qui ont été pris ces dernières années et qui sont de plus en plus ambitieux. On parle de neutralité carbone, de net zéro, d'abord de 2050, puis de 2030. On est de plus en plus ambitieux sur ces sujets-là. Et pour autant, quand il s'agit de passer à l'action, alors c'est pas qu'il n'y a plus personne, mais c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, l'enjeu, il est là. Il est sur le passage à l'action. Et c'est là qu'on se heurte à un certain nombre de blocages dans les entreprises. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser au sein d'Initiative Génération Glasgow. Ouais. Rose Olivier, il y a plusieurs freins que vous avez identifiés lors de ces rencontres avec ces dirigeants. Il y en a plusieurs. Alors, il y a la gouvernance, il y a la culture interne des entreprises, comment embarquer les salariés. Peut-être sur comment embarquer les salariés. C'est une aventure, la transformation de l'économie. On parlait de courage tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Comment embarquer les salariés ? Peut-être en préambule de cette question, je vais rebondir sur les propos d'Anne et notamment cet écart qui existe entre les mots, les stratégies qui sont formalisées et le vrai passage à l'action. Ça a des conséquences sur la perception notamment des collaborateurs mais aussi des consommateurs. Et peut-être un chiffre pour l'illustrer, il y a 75% des Français aujourd'hui qui sont méfiants des entreprises engagées, notamment sur le volet environnemental. Donc on voit bien qu'il y a une certaine dissonance qui est vécue entre les discours d'intention et ce qui est vraiment concret dans les entreprises. Oui. Il y a eu des promesses, on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément tenues. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait ? On ne change pas une organisation par décret et il y a ce que François Dupuis, le sociologue des organisations, appelle le primat du réel. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression un petit peu barbare ? Ça veut dire que chaque organisation est infiniment complexe, qu'il n'y a pas de bonne solution et qu'il faut rentrer dans les entrailles d'une entreprise, dans toutes ses singularités, ses jeux politiques, ses distinctions culturelles, pour comprendre vraiment la manière dont elle fonctionne et comprendre comment est-ce que, en fonction de ces singularités-là, j'embarque ensuite mon corps social. Oui, donc ça répond en partie à la question que je posais. Moi, il y a un mot qu'on utilise souvent dans cette émission, c'est le mot transversal. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai, c'est qu'en quelques années, les objectifs de RSE, ils sont passés d'une
petite partie de l'entreprise a une stratégie complète. Alors, est-ce que ça suffit, ça, pour embarquer le corps social, comme vous dites? Alors non, ça suffit pas. Et 3 dimensions sur lesquelles on peut agir pour ça. La première dimension, c'est le design d'organisation. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, les organes de gouvernance ne sont pas dessinés pour répondre aux enjeux de durabilité. Donc comment est-ce qu'on repense nos modèles de gouvernance pour être au service de cette performance durable? Et il y a ce qu'on appelle la loi d'Ashby qui dit que la complexité d'un système de gouvernance doit être équivalent à la complexité de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et avec la prise en compte du paramètre de durabilité, donc les limites planétaires, ça complexifie énormément la gestion des entreprises. Et en parallèle, du coup, les systèmes de gouvernance qu'on met en place doivent être aussi complexe, embarquer plus de parties prenantes. Isabelle parlait notamment, par exemple, des ONG, comment est-ce qu'on les embarque dans la définition de la stratégie de l'entreprise, comment est-ce qu'on se donne un conseil de surveillance qui soit à la hauteur des enjeux climatiques qu'on veut adresser. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Je voudrais qu'on parle aussi Anne Désérable, des outils, des méthodes de calcul. On emploie souvent les mots d'extra-financier. Alors, effectivement, ça commence à poindre effectivement dans certaines méthodes de calcul. On en est où et c'est quoi les pistes de transformation? Parce que là, on dit qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Oui, tout à fait. Alors, juste pour en revenir juste avant sur les blocages, il y a un vrai gros blocage à cette transformation, c'est la vision court-termiste qu'ont les entreprises aujourd'hui et qui est une vision qui est poussée par les actionnaires. Comment on fait maintenant pour sortir de cette vision court-termiste? Déjà, le fait de s'intéresser aux impacts environnementaux long terme sur l'entreprise et aussi aux impacts de ces changements climatiques que ces changements climatiques vont avoir sur l'entreprise elle-même, donc aux risques qu'elle encourt, permettent d'ouvrir un peu les horizons et d'arrêter de regarder à 6 mois, 1 an. Maintenant, une fois qu'on a mesuré, effectivement, il faut voir comment réduire. Le sujet de la gouvernance est extrêmement important. La question, c'est comment ces sujets sont pris et par qui ils sont poussés au sein de l'entreprise, comment ils sont suivis. Et là, on traite du sujet des critères de performance. Aujourd'hui, les critères de performance dans l'entreprise ne prennent pas en compte malheureusement, ces volets environnementaux. Donc, comment on s'assure que tous ces blocages-là qu'on a identifiés deviennent en réalité maintenant des leviers pour réussir cette transformation-là? Ça veut dire que c'est presque des métiers à réinventer. Le métier de comptable, il doit complètement repenser. On parlait dans la première partie d'habitudes ancrées depuis des décennies. C'est de ça dont on parle. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a 2 choses. Il y a former ces métiers-là déjà à mieux comprendre ces enjeux et former, vous parliez de déformation tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est oublier un peu ce qu'on a appris et essayer d'aborder son métier un peu différemment. Et puis il y a outiller, et c'est ce qu'on fait aussi au sein de Cantis, c'est les aider à leur fournir des outils qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées. Il y a le frein réglementaire aussi, je ne sais pas laquelle de vous deux va en parler, peut-être vous, Anne Désérable. C'est intéressant de voir, est-ce que c'est possible d'avoir cette action collective des entreprises sans une action conjointe avec les États, avec les gouvernements? Parce que ça semble, c'est peut-être une lapalissade. La réponse est forcément non. Mais comment on peut pousser les États à aller eux aussi plus vite, d'après vous? Alors, chez Cantis, nous, on travaille essentiellement avec les entreprises. Et je suis convaincu que c'est en travaillant avec les entreprises qu'on aide indirectement les régulateurs ensuite à légiférer sur ces sujets-là. Oui, mais ça marche dans l'autre sens aussi. La loi évidemment. AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, elle a poussé des filières à se créer. Oui, complètement. Donc c'est un cercle vertueux. Soit il est vicieux, soit il est vertueux. On essaie de faire en sorte que ce soit le second. Donc on travaille, nous, avec les entreprises pour montrer justement au gouvernement que ces entreprises-là, elles sont les premières à vouloir changer, se transformer et encourager par là même le régulateur à légiférer. On a reçu ici plusieurs fois les chefs d'entreprise de la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, ça fait partie des organisations qu'on accompagne. Est-ce que vous êtes complémentaires? En quoi vous êtes complémentaires? Je pense que la singularité de Génération Glasgow, c'est justement d'allier la force de 3 entreprises qui ont des angles de vue différents pour justement compléter les expertises et arriver à comprendre très en profondeur, à partir de nos expertises analytiques, quels sont les freins qui sont vraiment
auxquelles doivent vraiment faire face les dirigeants. Donc on a parlé du sujet du courage, du leadership. Il y a également le sujet de la gouvernance, on en parlait également. Il y a aussi le sujet générationnel. Aujourd'hui, le sujet générationnel, c'est plus un objet de fracture qu'un effet de levier sur lesquels on prend appui pour adresser les transitions. Voilà, comment est-ce qu'on met tout ça à profit, à la fois la grille de lecture, le logiciel de la jeunesse qui a envie de monter en compétences, en connaissances, qui a une énergie folle à revendre sur ces sujets, avec une génération de dirigeants qui aujourd'hui ont envie d'être bousculés, qui a envie de la fraîcheur de la jeunesse justement pour avancer. Comment est-ce qu'on met ces générations-là en synergie? Il y a aussi le sujet, notamment le levier managérial sur lequel il faut prendre appui. On ne passe pas une transformation à l'échelle sans notamment les managers de proximité qui seront en capacité de traduire concrètement les plans stratégiques en actions concrètes pour les équipes. Mais alors, si vous avez un exemple concret d'action déjà engagée, par exemple peut-être sur le gap générationnel, effectivement, comment associer, alors c'est quoi? C'est soit les jeunes salariés de l'entreprise, ou alors c'est aller chercher des start-upers et monter des partenariats avec des start-upers? C'est quoi l'idée? Et ça, il y a plein de dispositifs qui existent. Tous ne sont pas aussi efficaces. Par exemple, on a eu un moment la mode des shadow committees, etc. Justement, là, le but de Génération Glasgow, c'est d'avoir identifié les sujets et ensuite de rentrer vraiment dans le détail, d'aller étudier vraiment ce qui bloque et qu'est-ce qui fonctionne. Sur le sujet de jeunesse et pouvoir, comment est-ce qu'on les fait se rencontrer, se dialoguer pour justement créer des synergies vertueuses. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on va travailler. Il y a le constat de beaucoup d'échecs de dispositifs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que ça marche? Est-ce que vous êtes... l'impression que j'ai, c'est qu'on est encore un peu dans le stade théorique, c'est-à-dire vous avez identifié, vous avez théorisé, le passage à l'action, vous le faites aussi dans vos entreprises respectives, mais ça va être quoi la phase suivante de Génération Glasgow? Oui, effectivement, donc on le fait dans nos entreprises respectives, mais l'idée et la prochaine étape dans Génération Glasgow, c'est de monter des groupes de travail sur la base du volontariat, sur la base de l'expertise, de l'expérience de chacun, pour travailler ensemble sur des sujets bien identifiés. Alors typiquement comme le sujet de la gouvernance, qui fera partie des premiers sujets à adresser. Et c'est au sein de ces groupes de travail que vont émerger un certain nombre de propositions qui ne vont pas toutes forcément être adaptées à toutes les entreprises. On va devoir prendre en compte les spécificités de chacune, mais ces propositions ensuite qui pourront être mises en place par les leaders d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci. Bon vent à la Génération Glasgow. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours.